lepton ou un boson, il existe une particule supersymétrique, une particule cousine ayant les mêmes propriétés, mais très lourde, beaucoup, beaucoup plus lourde. Et se formerait la moitié d'en bas. Ce serait la supersymétrie avec le modèle standard des particules. Où c'est qu'il est le neutralino dans ce bassin-là? On ne le sait pas. En fait, certains, ça dépend des modèles théoriques de cette théorie-là. Le neutralino, en fait, ça serait la particule supersymétrique la plus légère. Mais bon, les théories s'estiment de savoir c'est laquelle. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore vu aucune. On ne sait pas c'est laquelle. Beaucoup de personnes ont entendu parler de la théorie des cordes, qui est une théorie candidate à l'unification des forces. Ce que pas beaucoup de monde savent, c'est que la théorie des cordes inclut la supersymétrie. La supersymétrie, en fait, est prérequis à la théorie, pour bâtir la théorie des cordes. La supersymétrie n'a jamais été vérifiée expérimentalement encore. Okay? Donc, si la supersymétrie n'est pas vérifiée expérimentalement, si les expériences semblent montrer que cette théorie-là n'est pas bonne, ben, elle prend les poubelles, puis toute la théorie des cordes s'en vient avec elle. Parce qu'elle est vraiment prérequis à la théorie des cordes. Autre truc bien intéressant, ça devient intéressant au niveau de l'astronomie, c'est que ça n'a pas été long lorsque les astronomes ont entendu parler de nouvelles théories parlant de différentes particules beaucoup plus lourdes. Ils se sont dit, on va faire la même chose qu'on a déjà fait là, 50-60 ans. On va calculer la nucléosynthèse primordiale de ces particules-là. Donc, quelle quantité le Big Bang aurait dû produire de ces particules-là. Ils ont pris les modèles théoriques, ils ont fait les calculs théoriques pour voir combien de ces particules-là devraient être produites. Et après, ils ont comparé ça aux différentes valeurs qu'il y avait et les chiffres concordent. La quantité totale de neutralinos qu'il devrait avoir dans l'univers selon les équations de nucléosynthèse primordiale concorde avec la quantité de matière sombre qu'il devrait avoir dans l'univers. Les valeurs, incluant leur incertitude, sont les mêmes. Mais là, David, pour faire ça, ils ont dû donner une valeur estimative au neutralino. Oui. Chaque modèle théorique prévoit une masse du neutralino. Et c'est pour ça qu'on sait que la chip devrait être capable de le détecter. Son énergie est assez forte pour produire la masse équivalente du neutralino. Et les chiffres se sont mis à concorder. Et ça, c'est extrêmement intéressant. La théorie SUSY n'a pas été prévue pour expliquer la matière sombre. Elle a été prévue pour expliquer des trucs, en fait, pour développer la théorie des cordes. Pourtant, les valeurs concordent. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être pas un hasard non plus. C'est peut-être réel. C'est peut-être une valeur physiquement significative. C'est réel. On ne le sait pas encore. On n'a pas encore vu de particules supersymétriques, mais ça pourrait être la matière sombre. En fait, à cause de cette concordance-là, ça met le neutralino vraiment, vraiment d'avance sur tous les autres candidats pouvant être la matière sombre. Là. Le neutralino est énormément d'avance sur tous les autres candidats à cause de cette concordance-là des valeurs. On a déjà fait la même chose. La nucléosynthèse normale prévoyait 75% d'hydrogène et 25% d'hélium dans l'univers. Et c'est confirmé par toutes les observations. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de calcul-là. On calcule la quantité que le Big Bang a du produit, qu'on va voir dans l'univers, et qu'on se rend compte que c'est la même affaire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive non plus. En tout cas, ça serait la deuxième fois. Bon, sur le primordial du Big Bang, physique des particules et cosmologie. Question en version physique des particules, c'est comment se comportent les quarks lorsqu'ils ne sont pas confinés. Ça, on n'a jamais vu ça. Les quarks sont tenus en protons-neutrons par la force nucléaire forte. Et elle porte très bien son nom, est forte. C'est impossible de séparer les quarks de des noyaux, à part à température extraordinairement élevée. Question en version cosmologique, ça va ressembler à l'univers à ses débuts. Quand l'univers, au début, quelques millisecondes après le Big Bang, la température dans l'univers était assez élevée pour que les quarks soient libres. Les quarks ne soient pas sous forme de protons et de neutrons. Il n'y avait pas encore formé des protons et des neutrons. Okay? Et là, les quarks agissaient seuls à seuls. Ils se comportaient librement. Ils ne se comportaient pas en protons et en neutrons, ils se comportaient en quarks. En fait, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Qui est peu de temps après le Big Bang, la température les permettait d'être libre. Nos quarks et aux gluons, les gluons étant ce qui colle les quarks ensemble.
C'est la colle. Puis c'est cet état-là qu'on appelle plasma quark gluon. Les LHC, contre ça, des LHC, c'est l'expérience Alice lors des accélérations avec les ions de plomb que j'ai parlé tantôt, qui allait amener des températures de 1500 milliards de degrés environ. Ben, cette expérience-là va pouvoir étudier en détail, plus en détail, un plasma quark gluon. Durant la fraction de seconde, la température monte, les quarks sont libres et l'expérience Alice va aller essayer de chercher des détails là-dessus. Si on regarde l'histoire de l'univers, nous on est ici avec des galaxies, puis des étoiles, puis si on recule, si on recule assez, on trouve plus de galaxies, plus d'étoiles. Si on recule encore, on trouve des molécules, on recule encore, on trouve des atomes, on recule encore, on trouve des noyaux atomiques, on est rendu à peu près là. On recule encore, on trouve des protons et des neutrons, puis on recule en grande cloche ensemble, on ne trouve même pas des protons et des neutrons, on trouve des quarks. Et c'est ça qu'on va aller étudier, c'est ces morceaux-là. La balance, on les connaît, on sait comment ça marche. C'est ce qu'on veut reculer jusqu'au quark. Dans la matière, c'est surtout la cosmologie qui est intéressée à ça, mais la physique des particules commence à trouver bien des intérêts là-dedans. Là. Selon les modèles qu'on a en ce moment, le Big Bang aurait dû produire autant de matière que d'antimatière. Le problème, c'est que la matière et l'antimatière, quand ça se rencontre, ça s'annule et ça devient de l'énergie. Bon, pourquoi il reste de la matière aujourd'hui dans l'univers? Puis, on ne peut pas en discuter, mais on est là. Donc, il reste de la matière dans l'univers. Il n'y a donc pas eu une annihilation totale. Donc, c'est qu'il y avait plus de matière que d'antimatière. Pourquoi? Bien, la piste de réponse, ça a été découvert dans des expériences concernant la physique des particules il y a quand même plusieurs années, quelques dizaines d'années, lorsque on a affaire à des particules B, donc des particules qui ont un quark boron dans leur recette. La matière et l'antimatière ne seraient pas une réflexion parfaite l'une de l'autre. On a découvert, il y a des expériences qui ont montré que certaines désintégrations au niveau des particules, lorsque le quark boron était là-dedans, avaient une légère préférence pour la matière. Et selon toutes les théories avant ça, les réactions devaient produire 50% matière, 50% antimatière, tout le temps. Les expériences qui ont montré qu'il y avait, dans certains cas, il y avait 50,1% vers la matière, puis 49,9% vers l'antimatière. Il y avait une légère préférence, en fait, beaucoup plus faible que ça, mais il y avait une légère préférence vers la matière. Ben, si ce genre de réaction-là a eu lieu en importance au début de l'univers, au début de l'histoire de l'univers, durant le bordel du Big Bang, ben, ça a pu créer une différence entre matière et antimatière assez importante pour former toutes les étoiles, galaxies qu'on voit aujourd'hui. Ben, le LHC, ce qu'il va faire, c'est l'expérience LHCb va aller explorer un petit peu plus en détail les propriétés de cette asymétrie-là, le fait qu'il prépare la matière plutôt que l'antimatière. Et puis, ça a été découvert dans les expériences. On a des preuves expérimentales de ça. Mais c'est encore très, très nébuleux ce qui se passe. Parce qu'en fait, David, c'est soulève une question intéressante. La matière et l'antimatière au Big Bang s'est annihilée, s'est transformée en énergie. En énergie. Et cette énergie-là a été absorbée par l'aide de surplus de matière